pour ce dernier jour de la semaine. Donc, nous parlerons dans notre rubrique sport de la Ligue de bowling en Nouvelle-Calédonie avec Jamie Waimo. Ensuite, pour notre rubrique On s'occupe de vous, aujourd'hui, nous parlerons du don du rein. Et enfin, pour notre rubrique La science et nous parlerons donc d'actualité oblige du réchauffement climatique. Mais avant de développer tous ces sujets, je vous propose de retrouver notre invité du jour, Hassan Khouloui. Alors nous terminons la semaine donc avec un invité, Hassan Khouloui, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre actif du groupe Résurrection, votre groupe qu'on ne présente plus en Nouvelle-Calédonie. Donc vous invitez des groupes de la région. Donc vous invitez justement les membres du groupe, enfin du One Small Bag qui viennent pour un événement. Alors quel événement et qui sont en fait justement ces danseurs? Donc cette année 2015, nous organisons les 10 ans. La 10e édition du Freestyle Session. Donc le Freestyle Session, c'est inspiré d'un battle qui se déroule en Amérique, particulièrement dans Los Angeles. Et on s'est inspiré parce que on voulait créer notre propre événementiel, le groupe Résurrection. Et ça a été en 2005 qu'on a monté notre association, on a monté aussi, on a élaboré ce projet avec la maison de quartier de Rivière-Salée, dont je salue et je remercie. Et du coup, à partir de là, c'était la philosophie pour nous, c'était qu'on voulait clôturer le mouvement hip-hop calédonien à travers cet événementiel, qui est assez connu maintenant avec tous les b-boys, les big girls, tous les danseurs du milieu urbain calédonien. Et cette année, on a souhaité inviter le Vanuatu. Donc c'est une continuité d'un projet avec la compagnie Possué, avec Sofiane qui a travaillé avec Siman ONFM. Ils ont fait des cours en initiation, ont fait des cours de breakdance et danse urbaine sur le Vanuatu. Et l'année dernière, j'ai travaillé avec le gouvernement dans le cadre du service des volontaires océaniens. C'est comme ça que j'ai fait le lien avec eux, le One Small Bag. Et j'ai fait des cours aussi, j'ai invité Résurrection, on a pu emmener le groupe Résurrection sur Villa, pour Villa. Et on a toujours gardé le lien. Et le One Small Bag, en gros, c'est une structure qui dépend d'une ONG australienne. Et cette ONG permet de financer cette structure qui est une structure socio-culturelle. Et en même temps, c'est un mélange de chambres de métier ou de stages professionnels et culturels et artistiques. Alors là, le but, c'est quoi? C'est d'échanger entre les groupes de la région? Donc le but principal, tout simplement, c'est de favoriser l'échange de la région, notamment en commençant déjà avec la Mélanésie, avec le Vanuatu, et surtout de montrer à tous nos passionnés de la danse urbaine comment le Vanuatu, avec le peu de moyens, comment ils arrivent à se... Donc c'est un haut niveau, quoi. Alors on va dire que c'est quand même... Ils arrivent à avancer avec le pays, ils arrivent à faire avancer leur jeunesse. Et c'est dans ce sens de... Mais ici aussi on le fait, mais ça va alimenter encore et ça va favoriser les liens. Et puis surtout le thème général du pourquoi on les a invités, parce que eux là-bas, ils travaillent avec une structure qui est socioculturelle, dans le One Small Bag. Et nous, on fait les 10 ans, parce que nous, Résurrection, notre particularité, c'est que nous, on est né dans un quartier, Rivière-Salée, et on a été aidé par la maison de quartier de Rivière-Salée. Donc du coup, on veut toujours jouer sur la relation entre la culture hip-hop et l'animation socioculturelle, tout ce qui est maison de jeunes et tout. Et c'est pour ça qu'on voulait inviter le One Small Bag pour donner cette réflexion, puis motiver aussi nos Calédoniens. Parce que peut-être qu'ils vont arriver ici pour apprendre beaucoup de choses, mais je souhaiterais, à travers la passion du hip-hop, montrer aux Calédoniens, surtout les passionnés, comment le Vanuatu il travaille avec le hip-hop, comment il collabore avec le hip-hop et comment il faut avancer leur pays. Alors, pour parler de hip-hop et identité, est-ce que justement le hip-hop est arrivé à s'intégrer dans notre identité, nous, en Nouvelle-Calédonie? Mais là, on le voit qu'en Mélanésie, finalement, ce mouvement est intégré, finalement.
Donc, actuellement, en Nouvelle-Calédonie, ça a été officialisé en 2000, ou peut même plus en 94, mais en 2000, c'est là que tous les groupes ont commencé à avancer et puis à être créés. Et c'est vrai que la culture hip-hop prend pied tout simplement parce que la culture océanienne, ou la culture calédonienne, elle est simple. On chante, on danse, et dans le hip-hop, on chante, on danse, on grave, on fait... Et comme il y a la modernisation, maintenant on est arrivé à intégrer la culture hip-hop dans les mœurs du pays. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il faut savoir jongler entre la place d'un jeune qui est du quartier de Rivière-Salée, qui est originaire de l'Ifou, et du coup, les vacances, il faudrait qu'il remonte dans les îles, et en même temps, toute l'année, il est sur Nouméa pour l'école. Donc comment il fait pour mieux s'intégrer, soit à travers le sport, soit à travers le mouvement de gangsta, ou soit dans les arts urbains. Bon, on a bien vu que le groupe Résurrection arrive donc à le faire, donc du coup d'autres jeunes arriveront à le faire. Pour parler de cet événement-là, qu'est-ce qui va se passer exactement? Bon, l'événement a déjà commencé, mais on peut parler des événements qui auront lieu justement le samedi 12 et les samedis 19. Donc dans le cadre des 10 ans des Freestyle Sessions, donc on a organisé le mercredi, le 9 décembre, on a organisé une causerie sur la relation entre l'animation socioculturelle et la culture hip-hop au Vanuatu, comparée à la Nouvelle-Calédonie. Donc du coup, c'était un moment très fort parce qu'on a invité tous les acteurs potentiels de la culture et de la jeunesse. Et ensuite, on a enchaîné avec un battle qui a eu lieu de 13h à 17h au Rex. Ensuite, jeudi, hier soir, il y a eu une soirée au Poplight, une soirée dédiée à la culture urbaine, en lien avec Poplight et l'association Inadi Street, dont je salue avec Pablo. Et donc demain, le 12 décembre, de 11h à 19h, on aura une programmation très étoffé. Il y aura pas mal d'artistes qu'on a invités de différents domaines artistiques, mais on respecte le sujet du battle hip-hop avec différents styles d'art urbain. Et ça sera une première, on va tester avec le groupe Groove Spirit de Loulou, un des grands artistes ici au piano. Avec son groupe, ils vont nous interpréter des morceaux à demi-finale, finale. Des morceaux directement avec des instruments, et nous on va devoir s'adapter. Les équipes qui vont en demi-finale vont devoir s'adapter avec le groupe Spirit. Et donc du coup c'est une première fois, on va essayer de tester comment ça se passe, et en même temps partager avec le One Small Bag avec les Vanuatais. Et donc la dernière soirée, donc une danse commune. Alors pour terminer, donc le temps nous est compté. Pour terminer, Hassan, une invitation à la population pour ces 2 jours, pour ceux qui n'ont pas pu aller voir justement les One Small Back donc pendant cette causerie, ils pourront venir les voir ces 2 jours. J'invite tout le pays à nous rejoindre au quartier de Rivière-Salée, à la maison de quartier, à fêter avec nous les 10 ans. Surtout de voir comment la jeunesse des quartiers populaires ne sont pas... Il faut arrêter de pointer du doigt cette jeunesse. Cette jeunesse est capable d'eux. Et c'est pourquoi on tient le coup avec le groupe et avec notre passion. Et on souhaiterait passer un message positif aussi à travers cet événementiel, que le hip-hop, ce n'est pas que de la culture urbaine, c'est une nouvelle identité dans les quartiers ou autres, mais on arrive à partager avec nos frangins mélanésiens aussi du Pacifique. Mais en même temps, ça nous permet de se réapproprier de notre culture, de notre identité kanak ou calédonienne. En tout cas, on vous invite à nous rejoindre, à fêter ensemble un bon moment, puis il y a de la restauration aussi, car si vous avez un petit creux pendant l'animation. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus chez nous à Rivière-Salée. Voilà, Hassan qui profite. Merci Hassan d'avoir accepté cette invitation. Olé. Bonjour Jamie, le bowling fait son entrée dans ces sports. C'est clair. Bonjour Elise et bonjour à tous. Le bowling est en piste, discret, et pourtant le bowling est un sport à classer au même titre que la pétanque, non pas parce qu'il se joue tous les deux avec des boules, mais ce sont des disciplines qui permettent aux joueurs calédoniens de pouvoir participer à des Coupes du Monde. Et c'est le cas de Lorraine Gervolino. Elise a 31 ans, elle a participé à sa 5e Coupe du Monde amateur aux États-Unis en 1990.
1997, elle participe à sa première Coupe du Monde. C'était au Caire, en Égypte. Ils étaient 2 Calédoniens à avoir participé cette année au Mondial américain. Voici leurs résultats. On a eu 2 Calédoniens qui ont participé, une femme dans la catégorie féminine et un homme. Et la fille, c'était Lorraine Gervolino, c'est classée 38e sur environ 70 participantes. Et le garçon, c'était Joseph Kona, il s'est classé 66e sur environ 90 pays participants. On est satisfait, je ne dirais pas que c'est des résultats extraordinaires, mais c'est un peu dans la logique de ce qu'on fait. On est une ligue qui vient de redémarrer il y a 2 ans, donc c'est tout jeune et au niveau des filles, le résultat était vraiment bon, même au-dessus de nos espérances. Au niveau des garçons, je pense que c'est un résultat logique et le niveau est aussi plus élevé chez les garçons que chez les filles. Voilà, donc ils étaient 16 à pouvoir espérer une place en Coupe du Monde, du moins pour durant les qualifications, les qualificatifs plutôt. Il ne pouvait en rester que 2. Joseph Kona chez les hommes et Lorraine Gervolino chez les femmes. 2 représentants, bien entendu, passés par des qualifications. Kona, opposé à 15 autres concurrents, a abattu 2949 pour une moyenne de 184 et termine donc devant un autre Gervolino, c'est René avec 2886 qui est le père de Lorraine. Donc sa fille, elle, quant à elle, termine meilleure et juste derrière René avec 2875 qui renversé, je dis bien meilleure fille. Alors, des qualifications des Coupes du Monde, cela fait combien de temps que le bowling existe sur le territoire? Alors Elise, le bowling a 30 ans d'existence sur le territoire, une pratique démocratisée par le Commodore qui est l'ancienne salle qui était située à Lansvata, une époque marquée par les 14 participations en Coupe du Monde de Richard Marin, son meilleur classement étant 42e mondial. En 2003, la salle de bowling ferme, il a fallu attendre 9 ans pour que les passionnés puissent de nouveau, je dirais, retrouver le sourire tout simplement. Une nouvelle structure de 700 mètres carrés d'espace et 8 pistes dernier cri mises à disposition des 6 clubs du territoire, Elise. Et championnats et compétitions, être licencié en bowling au pays, donc en Calédonie, c'est pas de l'intox? Pas du tout, bien au contraire, Elise, c'est une discipline sportive au même titre que le football, le volley ou encore les autres disciplines. Et j'en passe avec ses tournois et son propre championnat. D'ailleurs, je vous propose d'assister à la dernière compétition de l'année. C'est tout de suite. Fait partie de ces loisirs qu'on connaît en loisir en fait. Je crois que c'est le 2e loisir pratiqué au monde après la pétanque. Donc on voit ça comme du loisir et pas forcément comme un sport. Quand on regarde des images de la Coupe du Monde, on comprend vite pourquoi c'est un sport, tant à la fois sur les athlètes, sur la technique utilisée, sur les types de boules, sur la beauté du sport par lui-même, où ça demande un investissement qui est assez important. Après, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir jouer au bowling, il faut payer toutes ses parties, c'est pas qu'une inscription à l'année, il y a un matériel qui est assez cher, qu'on trouve pas forcément sur le territoire. Donc c'est une discipline qui est difficile à faire évoluer, mais qui est quand même en constante évolution. J'ai peu connu en fait le bowling ici à ses débuts puisque j'étais en métropole, ça fait que 12 ans que je suis sur le territoire. Donc j'ai principalement moi connu le renouveau du bowling ici avec la réouverture, mais sur tout ce qu'on m'a dit, il y a quand même des grosses différences aujourd'hui entre le matériel qu'il y avait il y a une dizaine d'années ici, sur les pistes, sur les conditions de jeu et sur ce qu'on trouve un petit peu aujourd'hui avec le nouveau bowling avec des conditions de jeu qui sont légèrement différentes. C'est une discipline qui demande à la fois de la concentration, de la précision, du physique. Il y a tout un ensemble de choses. C'est un sport qu'on peut comparer avec du billard, avec du golf, avec tous ces sports-là en fait, qui demandent quand même une grande maîtrise de soi. Pas forcément un très grand physique, mais une grande maîtrise. Un joueur en
en loisir va être quelqu'un qui va venir au bowling vraiment que pour se détendre, faire la fête un petit peu et se faire plaisir juste pour jouer sans faire attention au score, on va dire. Se tire un petit peu la bourre entre copains, mais ça va s'arrêter là. Dès l'instant qu'on va rentrer dans le domaine sportif, on va chercher à faire du résultat et à optimiser son jeu et à s'améliorer en fait pour faire un résultat, une moyenne qui va être beaucoup plus régulière et chercher à faire des scores de plus en plus élevés et de participer à des tournois pour pouvoir justement se mesurer aux autres licenciés qui jouent au bowling. Aujourd'hui, on est à 60 licenciés, c'est à peu près stable depuis les 2 dernières années. De plus en plus de compétitions sont organisées et on essaye de dynamiser tout au long de l'année à travers différents événements et notamment la Coupe du Monde avec un challenge justement qui permet à des joueurs de partir à l'étranger. Donc cette année, c'était Las Vegas. Pour l'année prochaine, au mois d'octobre, ce sera sur Shanghai. C'est une expérience fabuleuse. On est dans un environnement qui ne parle et qui ne vit que par le bowling. Donc ça me motive encore plus. En fait, au retour, on est encore beaucoup plus motivé pour s'entraîner parce qu'on a vu des très belles choses, des très bons joueurs. On est confronté aussi à nos propres lacunes, à notre manque d'entraînement, à notre manque de physique souvent. Donc très très belle expérience et j'espère renouveler l'année prochaine. Se retrouver face au gratin mondial de la discipline a permis d'apprendre beaucoup. On n'a pas fait des résultats extraordinaires, mais on est quand même sur des belles moyennes qu'on a pu réaliser par rapport au type de jeu et aux conditions qu'on a le reste de l'année pour jouer. C'est vrai qu'on est une ligue qui n'est pas très riche, donc on ne peut pas se permettre d'envoyer des joueurs de partout, mais on a des opportunités d'aller jouer des tournois internationaux sur Auckland, sur Sydney. Il y a déjà des opportunités comme ça. Après, ne serait-ce qu'en local, on a déjà pas mal de challenges qui correspondent à un championnat fédéral, à beaucoup de tournois aussi en individuel, en doublette. On a pas mal de formules, donc déjà, rien qu'au niveau local, on a quand même pas mal de compétitions qui permettent voilà, de vérifier un petit peu son niveau et de se mesurer aux autres. Après ici, on manque aussi d'encadrement technique, c'est difficile pour nous. On va avoir la chance à partir de cette année de pouvoir travailler avec l'entraîneur de l'équipe de France qui va nous apporter un support vidéo où on va pouvoir travailler avec lui à distance. Mais voilà, c'est une nouveauté pour cette année qu'on a pu voir avec lui sur Vegas. Mais sinon, voilà, on manque fortement d'encadrement. Et si on n'a pas demain quelqu'un de très bon qui arrive là-dedans, malheureusement, on ne pourra pas évoluer plus que ça encore. Moi, quand je suis venu il y a 10 ans, je suis venu avec mes boules de bowling et le bowling a fermé 5 jours après mon arrivée. Donc c'était une grande frustration pour moi. Donc aujourd'hui, voilà, savoir qu'on a un bowling, qu'on a quand même des conditions, on a une soirée qui nous est réservée par semaine, on a tous les ans, ça s'améliore en plus dans nos conditions. C'est extrêmement agréable et pour l'avenir, je pense que ça ne pourrait être que mieux et on espère vraiment progresser sur nos résultats, que ce soit autant sur la Calédonie qu'à l'extérieur. Donc c'est une discipline qui a un bel avenir finalement. Voilà, en tout cas, ce sport, Elise, qui est apparu aux États-Unis sous sa forme moderne pour la première fois, c'était en 1611. Elle est pratiquée par plus de 150 millions de personnes dans le monde. C'est une discipline qui ravit le public calédonien, mais également les passionnés. D'ailleurs, le président de la Ligue prévoit d'organiser et d'accueillir des compétitions internationales de bowling ici au pays. Merci, Jamie. Merci, Elise, et merci à tous. Bonjour Anna, nous parlons santé dans ta rubrique et aujourd'hui nous nous intéressons aux reins, donc nous parlerons en particulier du don du rein.
Bonjour Élise et bonjour à tous. Alors pourquoi parler du rein? Eh bien il faut savoir qu'un adulte sur 10 souffre d'une affection rénale, soit près de 600 millions de personnes dans le monde. Et en Nouvelle-Calédonie, qu'en est-il? Sur le territoire, eh bien, cela est aussi un véritable problème de santé publique, puisque les chiffres ils sont 2,5 fois plus élevés qu'en métropole. Et comment fait-on pour faire un don d'organes et du rein en particulier? Alors sachez qu'en Nouvelle-Calédonie, il est possible de donner ses organes de son vivant, mais également après son décès. Et l'opération se fait sur le territoire? Il faut savoir que depuis une vingtaine d'années environ, les patients qui souffrent d'insuffisance rénale sont greffés non pas ici, mais en Australie. Et tout ça grâce aux dons d'un de leurs proches. Et outre le don d'organes, on peut aussi faire don de cellules, c'est possible également. Et dans les deux cas, eh bien, le prélèvement et la greffe interviennent le plus souvent en Australie, comme je le disais, pour le don du rein, et en métropole en ce qui concerne le don de moelle osseuse. Et je suppose que celui-là est très réglementé pour ces démarches. Tout à fait, Élise, c'est une procédure qui est spécifique. Il y a un comité d'experts qui est composé de professionnels compétents. Et il a été mis en place sur le territoire. Et ce comité, il a pour rôle de s'assurer que le donneur a été bien informé avant qu'il n'exprime son consentement, informé sur les risques qu'il encourt, sur les conséquences éventuelles du prélèvement et aussi des résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur. Et ce comité d'experts, il s'assure au cours d'une audition que le donneur a fait son choix en pleine connaissance de ces informations. Et comment ça se passe lorsque le donneur est décédé? Alors, dans ce cas précis, Élise, les donneurs sont des personnes qui sont décédées à l'hôpital, le plus souvent, suite à un traumatisme ou un accident vasculaire cérébral, mais ça représente que 1% des décès hospitaliers. Le prélèvement, il est envisagé après le constat du décès, suite à l'arrêt irréversible de l'activité cérébrale, et là, on parle de mort encéphalique. Alors, une fois que le décès a été constaté, les organes sont prélevés et maintenus artificiellement en état de fonctionner, tout ça grâce à des techniques de réanimation et jusqu'à l'opération de prélèvement. Et le corps du défunt, il est traité avec respect, il faut le savoir, et ensuite il est rendu à la famille. Et je te propose, moi, pour en savoir plus sur le sujet, de suivre ce reportage qui est signé d'Alexandre Sigura. Les progrès de la réanimation, et notamment le développement de la ventilation mécanique, ont permis de définir une nouvelle donne concernant la définition du décès, qui est le décès suite à la mort cérébrale, ou plus scientifiquement nommée mort encéphalique, qui est en fait consécutif à l'arrêt complet et irréversible de la circulation du sang à l'intérieur du cerveau. Cette nouvelle définition du décès par mort encéphalique offre la possibilité de prélever des organes sur un sujet décédé, mais dont le cœur continue à battre, du moins de façon transitoire. L'évolution vers la mort encéphalique s'accompagne d'une série de désordres qui vont aboutir inéluctablement à l'arrêt cardiaque irréversible, quelles que soient les mesures thérapeutiques qui vont être prises. C'est pour ça que lorsqu'on envisage un prélèvement, le temps nous est compté, puisqu'on estime qu'entre 24 et 72 heures, l'arrêt cardio-circulatoire va survenir quoi qu'on fasse. Quelle drogue ou quel moyen de réanimation qu'on puisse utiliser. En effet, la mort encéphalique s'accompagne de désordres circulatoires, cardiaques, mais aussi de dérèglements au niveau endocrinien, au niveau de la composition du sang. Ces désordres, on peut les contenir d'une manière transitoire, de manière à assurer une qualité des greffons compatible avec leur prélèvement. Mais comme je vous l'ai déjà dit, au bout d'un temps variable, 24, 48, 72 heures,
l'arrêt cardio-circulatoire va survenir quoi qu'on fasse, et donc synonyme d'échec au prélèvement. J'ai fait 19 ans de dialyse en continu, jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai été greffée. Mais j'ai dû partir en métropole comme je n'avais pas de donneur vivant. J'ai dû partir 4 fois en métropole, parce que les 4 premières fois, à chaque fois, au bout de 2 ans, j'avais des complications, je revenais. Et c'est juste à la dernière fois, j'ai eu un greffon. Mais j'ai eu de quelqu'un de mort encéphalique en France. Comme la greffe en Calédonie n'était pas votée encore, les prélèvements de reins n'étaient pas votés en Calédonie, c'est que les 2 solutions, c'était don vivant ou évasane en métropole. Attendre un greffon, c'est toujours l'attente. On va quelque part, on se travaille avec le téléphone, on attend que le bip qui nous appelle, ou le coup de téléphone, on met un répondeur parce qu'on a peur de manquer un coup de téléphone, parce que c'est notre chance qui part. Les gens sont mis sur une liste d'attente nationale ici, qu'on appelle, mais l'avantage d'avoir cette liste nationale, c'est que si un jour le malade décide de partir en métropole parce que sa maladie qui se complique et puis il n'y a toujours pas de greffon, il peut partir en métropole et attendre, mais l'attente, il ne sera pas en dernier de la liste puisque les années qu'il a attendues sur la Calédonie comptera. Je dis aussi aux ceux qui sont dialysés de ne pas perdre confiance. Il y a toujours quelqu'un qui sera là et qui donnera un greffon. Ou sinon, dans la famille, vous avez peut-être des gens qui sont potentiellement donneurs. Et il ne faut pas hésiter à faire des examens. Il ne faut pas se dire « moi je suis bien en dialyse ». Parce que plus on restera en dialyse, plus les vaisseaux se détériorent et plus ce sera difficile de greffer. Lorsque la procédure de prélèvement peut être amenée à son terme, qu'il n'y a pas de contre-indication médicale à ce prélèvement, qu'il n'y a pas d'opposition au don, soit formulée du temps de son vivant par la personne décédée, soit formulée par les proches, la personne, enfin le défunt, est amené au bloc opératoire et le prélèvement est réalisé de façon tout à fait comparable à une intervention chirurgicale, avec un respect absolu de la personne humaine et une restauration du corps après le prélèvement qui est tout à fait comparable à une intervention chirurgicale. À la suite du prélèvement, le corps est bien évidemment rendu à la famille et la famille pourra être informée par la suite, toujours dans le respect de l'anonymat, mais pourra être informée des suites en rapport avec la greffe des organes prélevés sur le corps de l'être cher. Outre le retentissement sur la qualité de vie, on a, lorsqu'on fait appel à une greffe, également, en plus de ce confort par rapport aux séances de dialyse, une espérance de vie qui est nettement améliorée, qui est environ de 8-9 ans d'espérance de vie supplémentaire par rapport à quelqu'un qui est contraint à des séances de dialyse. Après la greffe, fini la dialyse, ce sont des médicaments anti-rejet à vie qu'on prend toutes les 12 heures. Et on a un régime moins draconien que si on était en dialyse. Mais bon, c'est sans sel et sans sucre. On préconise aux gens qui sont greffés de faire du sport pour garder une vie plus saine et d'y aller tout doucement. Alors Anna, comment on fait pour savoir si la personne souhaite faire un don d'organes après son décès? Alors, il suffit tout simplement d'informer son entourage, la famille, voilà, ses proches. Et puis, il faut savoir aussi qu'il existe une carte de donneur. Hein. Voilà, ça ressemble à ça. Alors, sur cette carte, on peut inscrire au dos
le nom des personnes à qui on a fait part de notre décision de faire un don d'organes. Mais il faut savoir que cette carte, elle n'a aucune valeur légale, donc il faut privilégier plutôt l'information avec sa famille, avec ses proches. Voilà, merci Anna. Et puis je te dis bon week-end Élise, et bon week-end à tout le monde. Alors c'est l'été, nous avons besoin de fraîcheur et dans nos repas également. Donc comme lundi, je vous propose un plat avec du poisson. NCTV vous propose la recette pavée d'espadons grillés et ses légumes exotiques. C'est tout de suite. Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire une papillote de légumes exotiques au lait de coco avec des épices et un pavé d'espadons grillé. Donc en légumes exotiques on a le squash, l'igname violet, la chouchoute et la banane poingo. On a pris un peu d'avance, on a déjà épluché les légumes. On va commencer par émincer un oignon qu'on va faire cuire au lait de coco avec 2 caries, j'ai un curry madras et un curry des Indes. Un peu de sel, un peu de poivre. Donc on démarre la cuisson, les oignons en premier, avec un petit peu d'huile d'olive. Après on va attaquer la chouchoute. On va couper des morceaux assez gros. Donc là, la chouchoute a été épluchée, coupée en 4. On a enlevé le noyau central. Et là, je coupe juste en 3. De manière à garder des morceaux suffisamment gros qui ne tombent pas en purée. C'est une cuisine rapide, facile, accessible avec surtout des produits locaux. Le squash et l'igname violet, c'est pareil, on laisse des morceaux suffisamment gros. Voilà, on va ajouter les légumes. Les bananes, on les mettra tout à la fin. Je vais les préparer, mais on les mettra tout à la fin. On va ajouter le lait de coco. Et les épices, le curry. Pendant ce temps, on va prendre l'espadon qu'on va griller. Donc là, on est en fin de cuisson, on ajoute les bananes poingo. Les légumes sont cuits aux 3/4. On va stopper la cuisson, emballer dans l'aluminium et terminer la cuisson au four. Donc on va mettre dans le papier aluminium avec le lait de coco.
on met une bonne portion de légumes. Ensuite, on va prendre des tomates. On va ranger par-dessus. Voilà. Après, on va emballer. Pour ça, on prend les deux côtés. On lève au milieu. On attrape les bords. Là, je fais un mouvement, je descends et je lève les bords. Faut pas que le lait de coco parte sur les côtés. Donc, je lève bien les côtés. Voilà, je serre bien. Voilà, je prépare une belle papillote de légumes exotiques. Qui va terminer sa cuisson dans le four. Donc là, notre papillote, elle est à la moitié de la cuisson dans le four. En gros, ça cuit à peu près 10 minutes. Mon poisson, là, il va mettre 4 minutes au four. Le four, il tourne à 220 degrés. Donc là, je vais mettre le poisson, comme ça, les deux sortiront en même temps. C'est ce qui nous permet, cette organisation nous permet au restaurant de pouvoir vous envoyer les plats, en même temps le poisson, la viande, etc. C'est-à-dire que tout est minuté. On sait que la papillote met 10 minutes, on sait que le poisson met 4 minutes, on sait que l'entrecôte bleue met 2 minutes, etc. Donc là maintenant, il est grand temps de rentrer le poisson dans le four. Cuisine simple, rapide, calédonienne. La papillote de légumes exotiques au lait de coco avec le pavé d'espadon grillé à l'huile d'olive. Bon appétit. Salut Mara. Salut Elise, salut à tous. Ce vendredi marque la fin de la COP21 qui se déroule depuis le 30 novembre à Paris. Nous sommes donc arrivés à cette échéance cruciale qui est censée aboutir à un accord international sur le climat applicable à tous pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius d'ici 2100 et pour adapter évidemment nos sociétés aux dérèglements existants. Alors Mara, on entend beaucoup parler de ces 2 degrés, pourquoi ? Alors en fait c'est la limite qui a été fixée puisqu'un réchauffement supérieur à 2 degrés entraînerait des conséquences extrêmement graves comme la multiplication des événements climatiques extrêmes. Cette limite a été décidée à Copenhague en 2009 et pour atteindre cet objectif, les experts climatiques estiment que les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites de 40 à 70% d'ici 2050 et que la neutralité carbone, émission zéro, doit être atteinte au plus tard à la fin du siècle. Des objectifs ambitieux donc. Et au niveau des actions concrètes, qu'est-ce qui est mis en place justement pour atteindre ces objectifs ? Alors chaque pays doit mettre en place des stratégies pour émettre de moins en moins de gaz à effet de serre, ce qui passe évidemment par des changements dans nos façons de faire. Plusieurs compagnies européennes n'ont pas attendu pour prendre en main le problème. On va voir ça en images. Réchauffement climatique, solution d'aujourd'hui pour des lendemains plus verts. On regarde. On sait que le réchauffement climatique est un des problèmes majeurs de l'humanité. Mais que faire du dioxyde de carbone que nous rejetons dans l'atmosphère ? Ici, en Islande, des scientifiques testent une des solutions potentielles à ce problème. L'Islande s'appuie principalement sur l'énergie géothermique qui compte parmi les sources d'énergie disponibles les plus écologiques. Mais les vapeurs souterraines contiennent du CO2 d'origine volcanique qui peut finir dans l'atmosphère. Les centrales géothermiques n'émettent pas beaucoup de CO2. Par exemple, la centrale d'Edlis Eddi, qui génère 300 MW d'électricité, en émet environ 40 tonnes par an, ce qui représente à peu près 3% de ce qu'une centrale de taille similaire, mais fonctionnant à l'énergie fossile, émettrait. Donc nous n'en émettons pas beaucoup, mais nous essayons tout de même de réduire nos émissions. La solution testée ici peut s'appliquer à toutes sortes d'industries. Au lieu d'être rejeté dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone et les autres gaz sont capturés, mélangés à l'eau qui se trouve dans les mêmes vapeurs,
puis ce mélange est injecté dans les profondeurs du sol. Quand la vapeur passe dans les turbines, elle est orientée vers un condensateur, où la vapeur est condensée et passe de l'état gazeux à l'état liquide. Nous utilisons l'eau pour dissoudre le CO2 et l'hydrogène sulfuré et réinjecter le tout dans le sol. Tout ce qui sort est réinjecté dans le sol. Des pompes puissantes injectent cette eau gazéifiée à 500 mètres de profondeur, ce qui garantit que le dioxyde de carbone ne s'échappera pas dans l'atmosphère. Donc nous voici sur le site d'injection où nous injectons le CO2 dissous dans l'eau dans le sol. Nous devons nous assurer qu'il reste à une profondeur suffisante et que la pression de la colonne d'eau au-dessus des gaz injectés est suffisamment élevée. Le sol de l'île est principalement composé de basalte. Cette roche volcanique poreuse joue un rôle important dans la capture du dioxyde de carbone. Elle réagit chimiquement avec l'eau gazéifiée, transformant le CO2 en minéral. Les formations basaltiques sont parfaites pour l'injection de CO2 du fait de leur composition chimique. Le basalte contient beaucoup de calcium, de fer et de magnésium nécessaires à la minéralisation du CO2 dans le sol. L'Université d'Islande a démontré la viabilité de cette méthode. En utilisant de la poudre basaltique pour simuler la réaction en sous-sol, les scientifiques ont estimé à 5 ans le temps nécessaire pour minéraliser le CO2, ce qui semblait alors optimiste. Les scientifiques ont modélisé des injections à grande échelle et ils ont dit qu'il faudrait au moins quelques années pour transformer le CO2 en minéraux carbonatés. Mais en fait, le travail de terrain a montré que la réaction était beaucoup plus rapide. Elle a même dépassé nos attentes. Nous en sommes ravis de pouvoir stocker le CO2. Et c'est une excellente nouvelle pour nous, pour les scientifiques et pour les gens, parce que nous pouvons régler le problème du CO2 et faire quelque chose pour le climat. Ces carottes prélevées dans la roche ont démontré que le CO2 s'était transformé en calcite solide en un an seulement, 5 fois plus vite que prévu. Ici, sur cet échantillon, on peut voir des traces blanches. C'est du carbonate de calcium, ce qui nous indique que le CO2 injecté s'est minéralisé, est devenu de la roche, et donc que nous l'avons immobilisé de manière permanente. Mais quid des autres produits dérivés de cette réaction chimique? Les nappes phréatiques sont-elles préservées? À ce stade, les scientifiques impliqués dans ce projet de recherche européen n'ont décelé aucune source d'inquiétude. Nous prélevons des échantillons que nous analysons en recherchant des traces de métaux pour nous assurer que nous ne sommes pas en train de contaminer l'eau. Et tous les échantillons respectent les limites préconisées pour l'eau potable. Les villes de demain s'appuieront de plus en plus sur les énergies vertes, telles que l'énergie éolienne. Aujourd'hui, les éoliennes sont très bruyantes, dangereuses pour les oiseaux et généralement installées loin des utilisateurs. Mais il existe une alternative. Cet engin futuriste dans le port de Porto mobilise des panneaux solaires et une petite turbine éolienne pour générer l'électricité locale. Il fonctionne comme une aile qui oriente le vent de l'horizontale à la verticale pour faire tourner la turbine centrale qui génère de l'énergie. Des panneaux solaires emmagasinent l'énergie le jour et les hélices horizontales fonctionnent quelle que soit la direction du vent. Avec cet engin, vous pouvez couvrir les besoins en électricité de votre habitation grâce à de l'énergie produite localement. Plus besoin de recourir au réseau électrique dont l'électricité peut avoir été générée par des centrales au charbon ou nucléaire. Donc vous contribuez ainsi au développement durable.
Développée dans le cadre d'un projet de recherche européen, cette technologie peut assurer l'alimentation électrique de toutes sortes d'équipements urbains, indépendamment du réseau électrique, auquel il peut parfois être difficile de se raccorder. De nos jours, il faut creuser des tranchées dans le sol pour les câbles qui connecteront vos équipements au réseau. Il vous faut des autorisations qui parfois n'arrivent pas à temps, donc il est plus facile et plus rapide d'utiliser cette solution alternative pour générer de l'électricité sur place. Les batteries cachées sous la carapace de l'engin stockent l'énergie produite. Divers composants peuvent être ajoutés en fonction des besoins spécifiques. L'espace vide à l'intérieur nous permet d'installer toutes sortes d'équipements électroniques qui peuvent par exemple assurer la connectivité sans fil en zone rurale. Nous pouvons installer des antennes pour garantir l'accès à l'Internet mobile dans les zones reculées. Alors que la nuit tombe sur Porto, une des applications les plus brillantes de cette technologie se révèle à nos yeux. L'éclairage LED intelligent s'active automatiquement, utilisant l'énergie accumulée pour illuminer le port. Ce que nous avons ici est le système de démonstration. Une seule unité ne suffit pas à faire la différence. Mais vous pouvez imaginer la différence que pourrait faire une centaine de ces engins en générant 15 MWh d'énergie par an en termes de contribution à la durabilité en zone urbaine. À Bedford, en Angleterre, une alternative écologique à l'aviation moderne est en train de prendre forme. Les créateurs de cet immense dirigeable sont convaincus qu'il va révolutionner un secteur réputé polluant et bruyant. Baptisé Airlander, ce dirigeable hybride combine plusieurs technologies aéronautiques, y compris celles utilisées pour les avions et les hélicoptères, afin de maximiser son efficacité. Le dirigeable a une capacité de 38 000 mètres cubes à l'intérieur. Cet espace est principalement rempli d'hélium, plus léger que l'air. C'est ce qui lui donne de la portance. 60% de sa portance vient de là. Jusqu'à 40% de sa portance vient de sa forme en aileron, une forme aérodynamique. Tout cela le rend plus efficace et très facile à contrôler. Cet essai réalisé avec un prototype d'Airlander a démontré des caractéristiques de vol satisfaisantes. À 150 km/h, le dirigeable ne se déplace pas très vite, mais il peut rester dans les airs en toute sécurité pendant des semaines et n'a pas besoin d'aéroport pour décoller ou atterrir. Nous pouvons effectuer des livraisons dans des lieux dépourvus de pistes d'atterrissage ou qui ont été endommagés lors de catastrophes naturelles. Donc c'est un peu comme un hélicoptère, mais avec une capacité bien plus grande et plus efficace. Nous utilisons de l'hélium, pas d'hydrogène. L'hélium est un gaz inerte, il n'explose pas et il n'est pas inflammable. On utilise plusieurs techniques pour faire décoller ce dirigeable. Une partie de la portance vient de la flottabilité, une autre de l'aérodynamisme et une autre de la poussée vectorielle des moteurs. Donc il y a beaucoup de redondance et beaucoup de sécurité dans la façon de faire fonctionner ce véhicule. Airlander sera capable de transporter jusqu'à 10 tonnes de chargement. Sa prochaine version verra sa capacité quintuplée pour rivaliser avec les avions cargo, mais avec une consommation de carburant bien moindre. Pour une mission de 21 jours, on utiliserait autant de carburant qu'un avion de chasse en 1 heure. Et nous resterions 21 jours dans les airs. Il y a une différence significative en termes de consommation de carburant, c'est certain. Les ingénieurs misent sur la popularité de leurs dirigeables hybrides pour le transport non urgent de marchandises. Il serait aussi la solution idéale pour les missions d'observation de longue durée. Il pourrait même être utilisé comme hôtel de luxe dans le ciel, le tout avec une pollution minimale de notre atmosphère.
Nos émissions de CO2 représentent à peine entre un quart et un tiers de celles des avions. Mais à l'avenir, nous devrions passer au tout électrique et avoir des panneaux solaires sur le fuselage, ce qui ramènerait nos émissions de CO2 à zéro. Cela va vraiment révolutionner le problème des émissions causées par l'aviation à l'heure actuelle. Le réchauffement climatique représente un énorme défi, mais les solutions existent aujourd'hui pour des lendemains plus écologiques. Voilà, bien, ça fait du bien de voir des choses un peu positives par rapport à ce changement climatique et de voir que les gens prennent quand même les choses en main. Alors, ça fait combien de temps qu'on se soucie du climat exactement ? Eh bien, la première conférence sur le climat remonte à 1979 et elle s'était déroulée à Genève. Un programme de recherche climatologique mondiale avait été lancé et avait abouti à un premier rapport en 1990 qui reconnaissait pour la première fois la responsabilité humaine dans le dérèglement climatique. Et c'était la première étape d'une longue série qui a abouti justement aujourd'hui à cette fameuse COP21, porteuse de beaucoup d'espoir quant à l'avenir de la planète. Merci Mara pour toutes ces informations. Merci à toi Élise, bon week-end à tous. Et c'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Donc c'est Chloé que vous retrouverez la semaine prochaine pour la présentation de La Quotidienne.